Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Talk France Info. Comment ça va ? Désolée, on a envoyé la boucle d'attente un petit peu tardivement ce soir. Bienvenue dans le Talk France Info, 1 heure de débat tous les soirs sur Twitch autour d'un sujet d'actualité avec des invités en plateau pour répondre à vos questions, à vos interrogations, pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe dans l'actu et dans le monde. Très heureuse de vous retrouver ce soir comme tous les soirs. Comment allez-vous le chat ? Racontez-moi, est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui ? Avant qu'on commence le débat de ce soir, regardez ce dessin, je voulais quand même vous le montrer. C'est une caricature de Julien Jucgraphe sur le chat du Talk. Il est peut-être là ce soir. Julien est graphiste et dessinateur de BD et il m'a envoyé ça hier. Voilà, c'est bien moi avec les grosses lunettes. Merci beaucoup Julien, j'avais envie de vous partager ça. Voilà, ça m'a fait plaisir. C'est les petits gestes de la communauté qui font du bien. Ce soir, nous allons... Il est super ce dessin, j'adore. Kyle, pas mal le dessin. Mili Mimi, merci, on lui dira. Ce soir, nous allons faire le point sur la situation en Iran. Est-ce que vous vous souvenez, on avait déjà fait une émission sur la révolte iranienne, mais c'était début octobre. Est-ce que vous vous souvenez ? On s'est dit que c'était important, intéressant de refaire le point maintenant. Cela fait 81 jours que Mahsa Amini, 22 ans, est morte à la suite de son arrestation par la très décriée police des mœurs qui lui reprochait d'avoir mal mis son voile. Depuis, le mouvement de contestation se poursuit. Un appel à la grève générale a même été lancé ce lundi jusqu'à mercredi, donc demain. Mort au dictateur, peut-on entendre sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas d'un pouvoir tueur d'enfants, scandent des étudiants, entre autres, à Téhéran. Les Iraniens continuent et les Iraniennes à défier le régime, et cela malgré une répression toujours plus sanglante. 326 personnes minimum ont été tuées lors des manifestations. Ce sont les chiffres rapportés par l'ONG Iran Human Rights. Parmi les victimes, au moins 58 sont des enfants. À cela s'ajoutent les blessés, les arrestations et les exécutions. Aujourd'hui, 5 personnes ont été condamnées à mort pour le meurtre d'un paramilitaire lors des manifestations. Le motif, corruption sur terre. On va vous expliquer ça. Alors, où en est le mouvement de contestation iranien aujourd'hui ? Est-il en train de prendre de l'ampleur ? Une révolution est-elle possible ? Comment le pouvoir iranien tente-t-il d'étouffer la révolte ? Est-ce que le régime peut s'effondrer ? Nos invités ce soir pour en parler. Mahnaz Sherali, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. Vous êtes iranienne. Et votre dernier livre, paru en 2021, s'appelle « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné » aux éditions Les Pérégrines. C'est tout bon ? C'est moi. Et Christian Chesneau, bonsoir. Bonsoir. Christian Chesneau, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. T'étais déjà venu sur Twitch ? Je suis venu sur Twitch il y a quoi, 15 jours, pour parler du Qatar ? Pour parler du Qatar. Est-ce que vous vous souvenez de Christian Chesneau, les amis, dans le chat ? On a fait pas mal de streams sur le Qatar. Si vous êtes d'accord, je veux bien qu'on revienne sur cette annonce faite samedi par le procureur général iranien qui a annoncé la suppression de la police des mœurs. Il a ajouté que les autorités avaient aussi demandé à la justice et au Parlement de revoir la loi sur le port du voile obligatoire. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette annonce qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes ? Alors, c'est un mystère parce que, en persan, monsieur le procureur n'a absolument pas dit qu'il allait supprimer la police des mœurs. En plus, ce n'est pas lui qui a inventé la police des mœurs pour pouvoir la supprimer. Alors, le mystère, c'est que comment est-ce possible quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été répété ou qui n'est pas sorti de la bouche du procureur de la République islamique a pris un tel retentissement dans les médias étrangers, dans les médias occidentaux. Le procureur a dit tout simplement que la police des mœurs n'est pas sous sa juridiction. Donc, vous voyez, mais comment on a pu interpréter cela en une suppression, c'est un mystère que je n'ai pas réussi à percer. Par contre, les autorités iraniennes, hier,
ils ont démenti à 100% la nouvelle, aussi bien dans la presse écrite qu'à la télévision. Ils ont dit immédiatement, il n'est pas question qu'on supprime la police des mœurs. Il n'est pas question qu'on revienne sur l'obligation du port de voile. Le voile est obligatoire et toutes les femmes qui sont dévoilées, quand elles entrent quelque part, personne ne doit les servir. Personne ne doit répondre à leurs questions. Et si jamais, par exemple, vous êtes dévoilé et vous allez en Iran, dans une banque, qu'est-ce qu'ils font? Et si, par exemple, les agents, les guichetiers vous répondent, alors là, ils seront virés immédiatement. On a en effet Tristoun dans le chat qui nous dit « J'ai cru comprendre que l'État iranien avait démenti cette annonce ». En Absolument. effet, il y a je lis que voilà, il y a des médias officiels et des proches du régime qui ont démenti ça. Christian, on a surinterprété. En fait, c'était pas une annonce officielle, c'était une sorte de réflexion à haute voix Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut bien comprendre, en Iran, c'est très opaque, hein, et d'ailleurs le régime, le pouvoir est très opaque. Il y a plein de centres de pouvoir. C'est pas très clair. Est-ce que ça a été une vraie fausse information, en tout cas problème de traduction. En tout cas, ça peut être vu comme un ballon d'essai, voir un peu les réactions. Ce qui est sûr, c'est que là, le pouvoir, il voit bien que les manifestations, ça continue, qu'il y a peut-être des grèves générales, etc. Donc c'est vrai que lui, il se dit comment un peu démobiliser, créer un contre-feu, essayer, voilà. Donc on est peut-être dans cette phase-là où il essaye peut-être de trouver quelque chose. Alors des vraies fausses annonces, hein, on verra. Il y a eu, malgré tout, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même cette réflexion au Majlis, au Parlement, sur le voile ou pas. Il faut quand même comprendre aussi que le voile, c'est presque le dernier marqueur de la révolution islamique. C'est-à-dire que vous enlevez le voile, il reste plus grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est très symbolique et faut voir ce qui se passe en coulisses en Iran. Et voilà. Et pour l'instant, on n'a pas forcément toutes les clés et les réponses pour comprendre. Marnaz, oui, quel intérêt de faire ce genre d'annonce? Certains parlent d'un leurre pour détourner l'opinion. Dans le chat, dites-nous ce que vous pensez de ça. Quel est l'intérêt de faire une telle annonce? Vous savez, la République islamique, ça fait 43 ans qu'il est là. Pendant 43 ans, les Iraniens ont pu constater à quel point les dirigeants de la République islamique sont capables de manipuler l'opinion publique des Occidentaux et de donner une belle image d'eux-mêmes, alors que, par exemple, ils n'arrêtent pas d'exécuter les jeunes, ils n'arrêtent pas de les enfermer, de les mettre en prison, de les torturer, voire violer dans les prisons iraniennes. Oui. En même temps, ils essayent de dire, mais non, c'est pas nous qui le faisons, c'est pas nous. Ils meurent tout seuls, ces jeunes-là. Même pour Mahsa Amini, ils ont dit qu'elle était malade, on ne l'a pas tuée. Donc là, en donnant une fausse annonce, en donnant un leurre comme ça, ils voulaient dire un message, ils voulaient envoyer un signal aux Occidentaux, parce qu'en Occident, il s'est passé des choses très importantes. La semaine dernière, par exemple, grâce au député Adrien Gomi, une résolution très importante a été votée à l'unanimité dans l'Assemblée nationale en France, condamnant la République islamique. Avant, c'était l'ONU qui a ouvert une commission d'enquête. Donc, l'opinion publique des Occidentaux était majoritairement contre les crimes de la République islamique, en disant que, voilà, c'est pas grave, on va supprimer la police des mœurs. En fait, c'était pas pour les Iraniens. C'était une annonce destinée aux Occidentaux pour leur dire, regardez, on est gentils, on tue, mais bon, on tue modérément. On n'est pas très méchants. Voilà. C'est un avis qui est partagé par Gorillon 1 dans le chat qui nous dit peut-être pour la communauté internationale. Et alors, c'est vrai que quand il y a eu cette annonce, tout de suite, les Iraniens de l'intérieur ou même de l'extérieur ont tout de suite dit que c'était une fausse annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens ne croient plus finalement D'abord, Gorillon, il est très intelligent. Bonjour Gorillon. Merci, vous êtes vraiment intelligente, beaucoup plus que les gens qui ont beaucoup de prétentions. Vous êtes plus intelligent qu'eux. Parce que c'était vraiment... Gorillon parle comme les Iraniens. Les Iraniens, dès qu'ils ont entendu la nouvelle, ils ont dit, même si c'est vrai, même s'ils suppriment la police des mœurs, mais ils n'ont pas supprimé les lois contre les femmes. Ils n'ont pas donné de possibilité aux femmes de ne pas porter le voile. Ils n'ont pas autorisé la tête nue en Iran. Donc, ça sert à quoi
Ça sert à rien. Mais ce sont les Occidentaux qui connaissent pas l'Iran et qui connaissent pas à quel point les dirigeants iraniens sont méchants. Et donc, ils ont tombé dans le panneau. Christian, est-ce que tu veux réagir à ça ou sinon on avance? On peut avancer. Encore une fois, faut bien comprendre que ce voile, c'est vraiment, encore une fois, c'est un marqueur. C'est-à-dire, ça a été établi en 83, en pleine guerre Iran-Irak. Donc ça paraît peu probable. Non, mais le problème, c'est que là, je pense que le pouvoir essaye, à mon avis, effectivement, de trouver des parades, de trouver des comme tu disais, des leurres, etc. Donc c'est vrai que le voile, comme il y a le début de l'affaire, c'est ça, c'est quand même l'histoire du voile, la police des mœurs, c'est ça qui cristallise tout. Et effectivement, s'il peut trouver des failles ou des moyens de gagner du temps aussi, ça peut être aussi parce que imaginons, on va voir comment ça va se passer, mais si c'était vraiment vrai. Et vraiment, c'est compliqué après, si on abolit le voile, si on abolit la police des mœurs. Après, c'est vrai que pour les manifestants, ils veulent plus, évidemment. Mais pour le moment, c'est compliqué après de gérer les manifs, etc. Parce qu'on dit, bah écoutez, on a abondé dans votre sens. Donc le régime, il est malin. Il va essayer de tout faire pour essayer de diviser, de trouver des parades, pour évidemment survivre. Hein. C'est quand même ça l'objectif pour lui. Hein. Et alors, avant que je vous pose les questions qui sont posées par le chat, si l'obligation du port du voile est levée, si la police des mœurs est abolie, est-ce que ça suffirait à calmer le mouvement ? Excellente question. J'allais justement parler de cela. Vous savez, depuis le 15 septembre, les Iraniens sont dans la rue. C'était à cause de Mahsa Amini qui mal portait son voile qui a été assassiné par la police des mœurs. Ça a démarré sur le port de voile, sur la volonté d'être libre, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les Iraniens, ils veulent la chute du régime. Ils n'arrêtent pas de dire « à bas la République islamique, à bas les mollahs, à mort la dictature ». Voilà, c'est ça qu'ils veulent. La demande des Iraniens, aujourd'hui, après 3 mois de massacre des jeunes dans les rues iraniennes et dans les prisons iraniennes, en fait, leur demande n'est pas le port du voile ou la liberté de ne pas le porter. Leur demande, c'est de se libérer de cette République islamique qui est autoritaire, despotique, dictatoriale et que les Iraniens ne peuvent plus les supporter. Ils ne veulent plus des mollahs. Ils veulent avoir tout simplement un pouvoir démocratique à la tête de leur pays, comme les Français, comme les Allemands, comme les Américains. C'est tout ce qu'ils demandent. Donc même pas de réforme en fait finalement, c'est vraiment la fin. Je comprends ce que dit Shahnaz, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est un régime, encore puissant malgré tout ce qu'on dit. Il y a effectivement les villes, il y a les campagnes. L'Iran c'est un grand pays. On verra d'ailleurs ce qui va être intéressant cette grève, si elle elle s'amplifie ou pas. Pour l'instant, moi j'ai pas l'impression qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que moi j'étais par exemple en 2009 au moment de la réélection d'Ahmadinejad controversée, où ils avaient volé dans les urnes le scrutin. Dans Téhéran, il y avait 500 000, 800 000, 1 million de gens dans la rue. Téhéran était quasiment à feu et à sang. On n'est pas là. C'est-à-dire que pour l'instant, le régime n'est pas encore menacé. C'est-à-dire que les centres vitaux du régime, c'est-à-dire la télévision, les ministères, le guide, et je pense que ce que craint le régime, le pouvoir, c'est de voir effectivement 500 000 personnes, 1 million de personnes marcher sur la maison du guide, sur la télévision. Voilà. On n'en est pas encore là. Est-ce que ça va advenir dans les semaines, les mois à venir ? Moi, j'en sais rien. Je pense que personne ne sait ce qui va se passer. Non. Je veux dire, celui qui dit je sais, c'est pas possible. On ne sait pas. Est-ce qu'on va, et ça va être intéressant de voir, comment on bascule sur autre chose. Pour l'instant, il y a beaucoup de manifestations partout, il y a une répression féroce, on l'a dit, mais on n'est pas encore en situation où le régime est vraiment menacé dans son existence. Pour l'instant, on n'est pas là. Ça peut venir, mais voilà, on est pour l'instant dans un entre-deux. On a vu quand même ces images avec cette foule immense d'Iraniens et d'Iraniennes qui se dirigeaient vers le cimetière, c'est ça Oui. On a eu quand même des milliers d'Iraniens depuis 3 mois. C'est la première fois dans toute l'histoire de la République islamique, ça veut dire c'est la première fois depuis 43 ans que les manifestations, les protestations durent aussi longtemps et qui touchent... J'allais vous demander ça, ouais. Est-ce que c'est la première fois ? C'est toute la première fois. C'est la première fois. Avant, c'était des contestations qui duraient 3 jours, 1 semaine maximum, ou non. Le pire, en fait, c'était 10 jours. Mais là, maintenant, on est dans
80e jour des manifestations, ça ne s'arrête pas, les Iraniens ne se décolèrent pas. Peut-être encore, on ne voit pas la même foule qu'en 2009, comme Christian l'a dit, mais il ne faut pas oublier qu'en 2019, la République islamique a tué 3000 personnes en 3 jours. C'est-à-dire que depuis, il y a une terreur qui règne sur ce pays. C'est ça, ça fait partie des freins, c'est ce qui fait que ce n'est pas encore une révolution. Les Iraniens savent que la République islamique est capable de les massacrer. Voilà. Il y a encore les dents. Il y a la peine de mort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a eu, je pense que les Iraniens, sous la présidence Rouhani, vous vous souvenez, c'était ce président un peu réformateur. Il y a eu ces accords de Vienne sur le nucléaire. On allait peut-être commencer à lever les sanctions. Il y a eu 2015, 2017, enfin 2018, un grand espoir. Et alors là, justement, moi j'étais à Téhéran à ce moment-là. La police des mœurs, on la voyait pas. Et quand on a interrogé les femmes, on disait, bah oui, ils sont pas très regardons sur le voile. C'est-à-dire que voilà, c'était entre guillemets, il y avait un peu d'oxygène dans ce système. Alors on peut le créer. Voilà, il y avait un peu d'oxygène. Sauf qu'effectivement, depuis l'élection du président ultra-conservateur Ibrahim Raïssi, il y a eu un tour de vis. Et notamment sur la police des mœurs, parce que évidemment on peut la supprimer, ne pas la supprimer, mais on peut lui dire d'aller au front ou de pas aller au front. On peut jouer aussi en fonction de la conjoncture, lui donner des ordres d'aller frapper ou pas. Et donc là, on est dans une situation de presque de citadelle assiégée, parce que l'Iran, alors peut-être qu'on en parlera. Il y a cette question sociétale, politique du régime, mais c'est surtout la population a beaucoup de mal sur le plan économique et social. C'est-à-dire que vous avez une inflation de 50%, les gens, avec l'embargo, la crise économique, les gens ont du mal à vivre tout simplement. Donc tout ça, ça s'agrège. Toute la question, c'est de savoir un peu comme en 79, avec cette révolution islamique, est-ce que tout va partir, j'allais dire, les ouvriers, le bazar, toute la population va basculer sur autre chose. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas le cas. Une question pour vous de Caradoc. Est-ce qu'il y a une opposition des leaders capables de gouverner dans cette contestation ? Merci pour la question, Caradoc. Alors, excellente question. Vous avez vraiment des spectateurs, des auditeurs. Je vous ai dit avant. Oui, c'est un plaisir d'échanger avec vos amis, je peux dire, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a une opposition ? Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe en Iran ne rentre pas dans les formes classiques de ce qu'on a toujours connu dans les siècles précédents. Une opposition avec des leaders. Non, c'est pas comme ça. Et ce qui fait que les gens qui ne connaissent pas les jeunes Iraniens, ils pensent que oui, leur mouvement n'est pas organisé, ils n'ont personne, c'est n'importe quoi qui se passe en Iran, alors que c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas, je leur dis, ce n'est pas parce que le mouvement en Iran, c'est ce mouvement révolutionnaire. Je le qualifie de révolutionnaire parce que ces jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, ils veulent la chute de régime. Donc, leur exigence est révolutionnaire. La révolution n'a pas encore eu lieu, évidemment, parce que le régime, comme Christian l'a bien dit, il est toujours en place. Mais par contre, le mouvement des jeunes est révolutionnaire parce qu'ils veulent changer le régime. Est-ce qu'ils arriveront ? On ne sait pas. Mais est-ce que le mouvement a des leaders ? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une opposition extrêmement organisée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Clubhouse, sur toutes les applications comme par exemple WhatsApp, Telegram. On voit qu'il y a une opposition, on voit qu'il y a des têtes pensantes. Les étudiants. Et il y a quand même des théoriciens qui guident le mouvement, qui leur disent comment il faut se diriger, comment il faut faire. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on n'est pas habitué aux jeunes, à la vie des jeunes, au monde des jeunes, comme vous êtes là, vous êtes tous des jeunes. Quand on n'est pas habitué à votre monde, les gens les plus âgés, ils disent « Oh, c'est n'importe quoi ». Mais ceux qui connaissent les jeunes, ils savent comment ils sont en train de s'organiser, comment ils sont en train de se former, comment ils sont en train de se diriger. Christian ? Moi, ce que je voudrais compléter, parce que je suis d'accord, sur la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est un vrai mouvement de jeunes. Je pense qu'il y a un vrai divorce entre la République islamique et les jeunes. Effectivement, quand vous avez 17, 18 ans... Parce qu'ils sont connectés, ouais. Non, c'est pas ça. Mais vous avez connu quoi ? Vous n'avez pas connu
Khomeini, vous n'avez pas connu le Shah, vous n'avez pas connu la guerre Iran-Irak, vous n'avez pas, enfin, vous êtes, voilà, et vous avez envie. Non, mais voilà, non, mais je pense, non, mais, mais et oui, là, il y a un vrai évidemment. divorce. Le seul souci, moi, ce que je vois, et si on dézoome un petit peu sur la région, c'est que chez les Iraniens, il y a aussi l'angoisse de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui s'est passé en Irak, où effectivement, quand ça tourne à la guerre civile, j'allais dire, tout le monde est perdant. Et je pense qu'il y a aussi dans l'inconscient peut-être des Iraniens, alors pas forcément les jeunes, parce que les jeunes effectivement ils sont au front, les femmes, mais dans la société iranienne, parce que faut dire, il y a les villes, mais il n'y a pas que les villes, il y a aussi les campagnes, il y a pas que il y a pas que Téhéran qui représente l'Iran. L'Iran, c'est un pays de 80, vous le rappelez, 85 millions d'habitants. T'as raison. C'est fait 3 fois la France. Je veux dire, c'est un immense pays. Et donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que les Iraniens sont aussi conscients que si vraiment on bascule dans un, comme vous disiez, un mouvement révolutionnaire, ça va être sanglant, parce qu'en face, ils vont pas aller avec des bâtons. Hein. Vous avez les gardiens de la révolution, vous avez les Bassidj, vous avez l'armée, vous avez des gens qui sont prêts aussi à mourir. Alors après, voilà. Donc c'est ça pour l'instant. C'est pour ça qu'on est sur une corde raide. Moi, je pense surtout que il y aura pas de retour en arrière dans le sens de manière sociétale. C'est-à-dire que Pas de retour en arrière possible. Non, mais il faut savoir, vous avez raison. Les gens, ils détestent les mollahs, les imams, personne va à la mosquée, et donc, je veux dire, le côté islamiste ou islamique de la République, elle s'effiloche, voilà, parce que les gens, ils veulent vivre, ils veulent aussi du travail, ils veulent un horizon, donc ça, le régime ne leur donne plus, il y a plus. Donc, mais le problème, c'est comment on passe à autre chose. Et le problème aussi, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé dans les révoltes arabes, les révolutions arabes. Bah, ça s'est terminé soit dans le sang, soit des guerres civiles, soit des contre-révolutions. C'est-à-dire que encore pire qu'avant. Donc, quand vous avez ça, moi je suis d'accord, la rébellion, la protestation, mais après, il faut cristalliser d'une manière politique. C'est et dans beaucoup de cas, ça a pas forcément réussi. On a l'Epamiol qui dit de toute façon maintenant avec Internet ce n'est plus possible de contrôler les masses, les gens voient bien comment vivent les autres et veulent vivre comme eux. C'est ça, c'est excellent. En fait, elle a tout dit. Elle ou il, je ne sais pas. Oui, on ne sait pas. Voilà. C'est tout est là. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui sont nés après la Révolution, qui, comme Christian l'a très très bien dit, ils n'ont pas vu la guerre, ils n'ont pas vu la Révolution. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont grandi devant l'écran de leur ordinateur, ils ont grandi devant les réseaux sociaux. D'accord ? Et ils voient quoi ? Ils voient les jeunes qui vivent ailleurs, qui vivent dans le bonheur, qui sont libres, qui dansent, qui chantent, qui vont à l'université, qui ont un travail. Et ils disent, pourquoi pas nous ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi nous devons subir autant de contraintes ? Pourquoi, ils disent, les jeunes, nous vivons dans une grande prison et pourquoi nous devons vivre en prison ? C'est ça leur question. C'est-à-dire, ça je l'ai expliqué dans mon livre « Fenêtre sur l'Iran » l'année dernière. J'ai vu la force des réseaux sociaux. J'ai vu comment ces jeunes s'exprimaient sur les réseaux sociaux. J'ai vu l'importance de Twitter, de Facebook. On dit que ce sont les journalistes de leur propre Et moi, révolte. je m'informe sur ces réseaux. Je m'informe. Moi, je suis entièrement d'accord et je comprends ce mouvement de c'est évident, il y a vraiment un ras-le-bol, mais qui est général chez les jeunes. Mais le problème, c'est que on fait pas une révolution sur Facebook ni sur les Twitter. Je veux dire, ça, c'est bien dans les films. Le pouvoir, ça se conquiert, et c'est pas parce que vous allez poster des jeunes. Il y a un moment donné, il y a un passage révolutionnaire où on va pas refaire la révolution russe ou la révolution française, mais il y a un moment donné, faut marcher sur le palais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, faut y aller. Ça fait 3 mois que les Iraniens sont en train de marcher sur le palais. Ça fait 3 mois qu'ils sont en train de se massacrer. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, il y a un moment donné, quand vous aurez 500 000 personnes devant la maison du guide et qui attaqueront. Là, évidemment, je pense que le pouvoir, il sera plus conscient. Ils diront, c'est peut-être la fin. Pour l'instant, encore une fois, je dis pas. C'est pour ça que c'est pas contradictoire. Je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol sociétal et les gens n'en peuvent plus, les jeunes, etc. Et il y a beaucoup le de problème, craintes. c'est comment on passe. Après, est-ce que c'est un changement de pouvoir de régime ou pas ? Et le pouvoir et le régime a quand même, ça fait 43 ans, et là on l'a dit, qu'il est sur des braises, il est attaqué de toutes parts.
Et il est toujours là, il est sous sanction depuis 43 ans. Et je voudrais pas faire, encore une fois, je veux pas être, comment dire, de mauvais augure, tout ça, mais moi je me souviens, il y a eu plein de cas, notamment en Syrie, où on nous expliquait que le régime allait durer 3 mois. On verra. Donc c'est un process, ça peut être long d'ailleurs. Rien ne dit que cette situation peut durer encore 2-3 ans. Yann Amat dans le chat demande est-ce que les manifestations sont d'une ampleur inédite dans le pays? Vous l'avez dit tout à l'heure. Les manifestations ont plusieurs caractéristiques inédites. D'abord, dans leur forme. Oui. Au début, par exemple, en Iran, on a connu des manifestations concentrées. Tout d'un coup, plusieurs milliers de personnes se réunissaient en une rue ou dans plusieurs rues. Mais cette fois-ci, on voit une différence. Ce sont les jeunes qui ont grandi devant les jeux sociaux, les jeux de vidéo. Comment ils font? Les réseaux sociaux, oui. Tout d'un coup, sur les jeux vidéo. D'accord. Oui, n'oublions pas, ils sont des adeptes des jeux vidéo. Alors, tout d'un coup, dans une ville, par exemple, dans 10 endroits différents, dans chaque endroit, 100 personnes sortent, crient à bas la dictature et ils commencent à manifester. Et à un moment donné, ces 10 endroits disparaissent, les jeunes disparaissent, et dans 10 autres endroits, ils apparaissent. Exactement comme sur leurs jeux vidéo. C'est-à-dire, ils ont une flexibilité et ainsi, ils arrivent à assommer la terreur et les forces de répression. Et dès que les forces de répression entendent que, par exemple, dans tel plan de la ville, il y a des dizaines de jeunes qui sont en train de manifester, tout de suite, ils disparaissent, ils vont ailleurs. Cette flexibilité a complètement assommé les forces de répression. Et c'est vraiment inédit. Et c'est une intelligence, c'est une flexibilité immense. Et d'ailleurs, ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. Ils se donnent des conseils sur les réseaux sociaux. Chaque soir, ils reviennent sur les réseaux sociaux. Ils disent « Ah, aujourd'hui, on a fait ça, ça a marché. Le lendemain, dans 10 autres villes, on fait la même chose. » Et cette grève générale, d'ailleurs, elle a été lancée comme ça. Sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, vous avez raison, pour la première fois, c'est quelque chose de national. C'est pas simplement à Téhéran. Même dans les petits villages, il y a des commerces qui ont baissé le rideau. Attends, en Iran, 3/4 de la population vit dans les grandes agglomérations. Il y a 1/4 de la population qui vit dans les zones rurales. Donc, on n'est pas dans un pays où 50% des personnes vivent dans les villes et 50 autres... Non, vraiment, la population de la population rurale relève de 25% de l'ensemble de la société iranienne. C'était juste pour donner une idée. Christian ? Oui, non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant c'est national. On va voir, effectivement, au niveau social aussi, parce que c'est intéressant. La colère traverse les classes sociales. Voilà, c'est l'historien Jonathan Piron qui alors le après, dit. on va voir s'il y a des... Parce que il y a grève et grève. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt des grèves perlées, ce qu'on appelle dans les bazars, dans les commerces. Voilà, c'est des choses. Des universités, des usines. Il y a beaucoup dans les universités, plus d'une centaine d'universités. Il y a des grèves, ils arrêtent les étudiants, etc. Donc c'est voilà. Après, encore une fois, il y a une graduation. Et encore une fois, il y a des moments quand les grèves toucheront, par exemple, le secteur pétrolier, des hydrocarbures. Là, ça sera un signe qu'on a passé un cran. C'est-à-dire que quand ça touchera les usines automobiles, la sidérurgie, enfin les grandes entreprises, ça voudrait dire que là, le pouvoir au cœur, c'est-à-dire l'économie vraiment profonde, commence à être affectée. En tout cas, il y a voilà. Donc voilà, on va voir le processus. Ce qui est un peu, moi, ce qui me, encore une fois, moi, je suis pas en Iran et je suis pas iranien. Donc, mais ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait un enthousiasme déçu, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'exemples où l'enthousiasme et l'espoir a été déçu et brutalement et dans le sang. Il faudrait pas qu'on se retrouve dans 6 mois et que parce que on sait pas l'histoire, quelle histoire va être écrite. On l'a vu dans les pays arabes, on a vu comment ça s'est terminé. On nous a dit en Syrie ça va être réglé en 3 mois. C'était la même chose. Les jeunes, les réseaux sociaux, ils se baladaient, machin là, et ça s'est terminé par Bachar al-Assad qui est là depuis 10 ans et ça se trouve il est encore là pour 10 ans. Et on nous disait que le régime allait tomber dans quelques semaines et on avait ce genre on disait mais oui c'est fini. Mais non c'est pas fini. Donc faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, entre guillemets. Et donc, c'est pas qu'il faut être prudent, mais je veux dire, faut vraiment, c'est pas quelque chose. Christian a raison, ce n'est pas fini. Enfin, c'est un processus. C'est un processus. Est très très difficile. Et moi, pour rejoindre, moi, je crois plus. Alors, c'est plutôt un avis personnel. Je crois plus au sabotage de la société iranienne par le bas de ce régime, c'est-à-dire espèce de sabotage citoyen, tout ça, que par une prise de pouvoir et un renversement, comme on l'a pu le commettre en Égypte, ou comme ça
aurait pu se passer en Syrie, quoi. Je pense que ce régime, effectivement, il va être un peu attaqué de toutes parts. Et voilà. Et puis l'autre chose, il y a des gens qui disent, parce qu'il y a aussi des scénarios. Alors il y a le scénario, évidemment, une espèce d'effondrement. Il y a aussi un scénario où les gars, moi j'entends ça, mais alors peut-être que c'est les gardiens de la Révolution. Bah voilà, qui diraient. C'est une question écoutez, posée par le chat. Ces fameux gardiens de la Révolution qui sont en fait l'État dans l'État, qui disent écoutez, maintenant la contestation, ça suffit. Loi martiale, on fait une espèce de dictature. Ça fait quand même un peu plus de 10 ans que ce pays est en train d'être dirigé par les gardiens de la Révolution, donc un coup d'État. En tout cas, une poigne de fer. Et puis on sait que le guide, il a 86 ans. On parle de sa succession. Voilà. Donc tout ça, rien n'est joué. Moi, ce qui est sûr. Non, la situation des Iraniens est très très difficile parce qu'ils sont face à un État qui est armé jusqu'aux dents. C'est un État qui a 2 armées à sa disposition. L'armée révolutionnaire, les post-Iran, et l'armée régulière, d'accord ? Et tous les mercenaires de la région sont payés par la République islamique. C'est le côté d'État. L'autre côté, ce sont les Iraniens, les mains vides. La seule arme qu'ils ont, c'est leur colère. Et avec ça, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas changer le régime, même s'ils le souhaitent. Mais il ne faut pas quand même oublier que ces Iraniens les mains vides, les mains nues, ils sont 85 millions. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a une très, très, très faible partie de la société qui soutient la République islamique. Et l'écrasante majorité des Iraniens détestent les mollahs. Et ils n'ont plus peur de rien parce que leur vie est devenue l'enfer. Ils n'ont plus du tout peur de devenir comme la Syrie, comme le Liban, parce que leur situation est encore pire que la situation des Syriens. Leur situation est encore pire que celle des Libanais. Donc, ils ne se comparent pas avec les pays voisins, ils se comparent avec eux-mêmes, ils se comparent avec leur passé et ils savent que ce régime n'est pas digne d'eux. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne plus avoir ce régime. Est-ce que le régime va tomber ? Quand est-ce qu'il va tomber ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit qu'il va tomber bientôt. Mais la seule chose que je sais, c'est que nous vivons au XXIe siècle. En XXIe siècle, aucun pouvoir politique ne peut rester en place seulement en massacrant sa population, seulement en exécutant les prisonniers politiques, en violant les jeunes dans les prisons. Ça, ce n'est pas une manière de gouverner un pays. Ce que la République est en train de faire, et il est en train de creuser sa tombe avec ses propres mains. Il ne peut pas continuer comme ça. On a Tristoun qui demande. Ça te fait rire les pseudos ? Parce que je la connais, je crois qu'elle avait déjà intervenu sur un précédent. Elle, Will, c'est vrai qu'on ne sait pas. Les Iraniens ont-ils des informations sur le nombre de décès d'enfants dans les manifestations, par exemple ? Alors tout à l'heure, moi j'ai cité au moins 58 selon l'ONG. 62. Iran Human Rights. 62 victimes de moins de 18 ans et 5 victimes de moins de 10 ans. C'est-à-dire que 5 personnes entre 2 ans et 10 ans. Et les noms, je les ai tweetés. Vous pouvez aller sur mon Twitter et vous regardez. J'ai mis leurs noms, j'ai mis leurs photos. Cela, 5 individus, 5 jeunes enfants de moins de 10 ans et 62 personnes de moins de 18 ans. Et l'âge moyen des prisonniers politiques, des prisonniers qui ont été arrêtés à partir de 15 septembre, l'âge moyen est entre 15 et 16 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont les adolescents iraniens qui sont dans les prisons. Ce sont les adolescents. Et une partie des gens qui sont des individus qui sont sortis, qui ont été libérés après quelques semaines, ils ont raconté qu'ils ont été violés, battus, torturés dans les prisons. Et malheureusement, les gens de la République islamique, les agents de la République islamique se permettent de violer aussi bien les filles que les garçons dans les prisons. Et c'est inacceptable. On va revenir sur les exactions commises, justement. Mais là, on a Tristoun qui nous pose cette question. Est-ce qu'on connaît le nombre de morts ? En fait, c'est difficile de savoir, Christian. En tant que journaliste, en tout cas, on ne peut pas y aller, typiquement. Alors nous, les étrangers, on ne peut pas y aller, ça c'est clair. Non, mais de la difficulté aussi de raconter ce qui se passe. On a quand même une idée de ce qui se passe. Et ce que Shahnaz dit, c'est, voilà, on parle au moins 2000 arrestations. Là, il y a eu 11... Non.
16 000 arrestations par les ONG qui sont sur place. Ils ont voilà. En tout cas, des milliers d'arrestations. On parle de là 11 peines de mort. Le pouvoir a parlé d'au moins 300 morts. Il y a une ONG qui a fait parler au moins 400. Voilà, on est dans des centaines de morts. On est dans un mouvement national. Voilà, c'est ça la réalité. Après, encore une fois, le mouvement, c'est un processus, c'est une dynamique. On verra effectivement le pouvoir va tout faire pour casser la dynamique, pour essayer effectivement de diviser, de jouer sur la peur aussi, en disant écoutez, si vous continuez, il parlait même de guerre civile, hein, il a dit voilà. Donc ces exactions aussi, c'est fait pour faire peur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous vous retrouvez dans une prison à Evin ou ailleurs, vous passez un seul quart d'heure, donc vous n'avez pas forcément envie de recommencer. Donc voilà, il y a l'idée aussi d'intimider. Toute la question, c'est jusqu'à quel point effectivement l'intimidation marche. Et est-ce que, alors l'autre question, c'est au sein des services de renseignement, de sécuritaire, parce qu'il y a quand même des parents, etc., jusqu'à quel point ils sont prêts à tirer sur la foule, jusqu'à un moment, est-ce qu'il y aura un point de bascule ou pas? Pour l'instant, on n'en sait rien. Une autre question de Tristoun toujours, qui rectifie sa question. Est-ce que les Iraniens sont informés? Comment est-ce qu'ils s'informent? Alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt heureusement, la République islamique n'arrive pas à couper l'Internet complètement. Il l'affaiblit, mais il n'arrive pas à le couper. Et heureusement, cette fois-ci, les Iraniens, les jeunes, sont très habiles à casser la censure. Du coup, ils arrivent à s'informer sur les réseaux sociaux et ils arrivent à informer les Iraniens qui sont à l'étranger, comme moi, et de nous dire ce qui se passe en Iran et à travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les ONG, partout dans le monde, ont pris connaissance de l'identité de 480 victimes qui ont péri les 2 derniers mois. On a aussi pu avoir accès à l'identité de 3000 personnes qui ont été arrêtées sur 16 000. D'accord ? L'identité de 16 000 arrêtés a été dévoilée, mais il y a encore 13 000 individus qui sont dans les prisons de l'Iran, de la République islamique. L'identité n'a pas été dévoilée parce que les parents ont peur de dévoiler l'identité de leurs enfants. Donc, ce qu'on était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est que les activistes politiques ou les défenseurs des droits humains, ils sont sur les réseaux sociaux, ils expliquent aux parents, les parents qui viennent tous les soirs dans les grandes réunions dans lesquelles il y a 8 000, 10 000 personnes sur Clubhouse, ils leur expliquent que il vaut mieux dévoiler l'identité de vos enfants parce que rien n'est pire que l'anonymat. Quand c'est l'anonymat, la République islamique peut se permettre de faire des pires des choses sur vos enfants. Et donc, on est en train d'informer les parents pour dévoiler l'identité de leurs enfants, pour qu'on puisse les communiquer par exemple, aux organisations qui sont qualifiées pour pouvoir les protéger. Alors, je voudrais qu'on parle des condamnations à mort. L'Iran fait partie des pays où l'application de la peine de mort est la plus poussée. Oui, on parle. Il y a une dépêche. Il y aurait eu 500 exécutions en 2022. En 2022. Il y a les 3 pays en général, c'est les États-Unis, l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est les 3 effectivement qui ont un record. Et la Chine. Et la Chine, pardon, voilà. L'Iran est derrière la Chine. Voilà, ils sont vraiment malheureusement dans le top 3, voilà. Beaucoup d'ailleurs par pendaison ou par exécution en peloton d'exécution. Et c'est vrai que ça c'est une marque de fabrique de la République islamique. Est-ce que vous saviez ça dans le chat? Ils ont ce qu'ils appellent des tribunaux révolutionnaires. Donc ça date quasiment des débuts de la Révolution, depuis 79, et pendant la guerre Iran-Irak, il y a eu régulièrement les opposants étaient exécutés massivement. Donc c'est pas nouveau, sauf qu'évidemment là dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est un peu là, on a des records là. Quand on parle de 500 personnes là. Alors ce qui a beaucoup bouleversé l'opinion publique les dernières semaines, c'est le suicide des jeunes qui sortent de la prison et 2 jours après ils se suicident. Alors donc, ça a créé vraiment une peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a même pas pu examiner le corps des enfants suicidés parce que leur corps a été kidnappé par les agents du régime. Et puis, les médecins ont dit que ces enfants étaient forcément drogués dans les prisons et le sevrage a fait qu'ils se sont suicidés immédiatement après. Du coup, les médecins n'arrêtent pas d'avertir les familles. Si vos enfants sortent de la prison, il faut d'abord aller immédiatement faire une analyse de sang
sang, il faut aller voir le médecin, il faut nettoyer leur sang parce qu'on les drogue. Donc, vous vous rendez compte? On prend les adolescents de ce pays, on les enferme, on les drogue, et puis après, on les libère. Et évidemment, ils se tuent et ils disent « Oui, ils se sont tués, ils ont fait... » Alors, mais ce sont les crimes d'État. Ce sont les crimes contre l'humanité qui sont en train de se produire dans ce pays. Est-ce qu'il y a une campagne de condamnation à mort qui est en cours en Iran? C'est ce que dit encore une fois, Javad Rehman, le rapporteur spécial de l'ONU. Les condamnations à mort, c'est depuis le début. C'est encore une fois, chaque année, le bilan, c'est 300 morts, 400 morts, 500 morts. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été condamnés à mort parce que ils ont manifesté, 227 députés du Parlement iranien ont demandé la peine de mort pour les 15 000 détenus après la mort de Mahsa Amini. C'est-à-dire que les députés, les représentants du peuple ont réclamé dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale iranienne, l'exécution de 15 000 jeunes qui sont dans les prisons. C'est ça ce pays. Et alors souvent le motif qui est évoqué, c'est celui de corruption sur terre. Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'un des chefs d'accusation les plus graves du code pénal iranien. Ça veut dire quoi, en fait? Corruption sur terre, c'est la traduction du mot arabe « mofsedef el-arz ». Mofsedef el-arz, c'est quelqu'un qui est corrompu et qui propage la corruption sur terre. Et c'est drôle parce que, en fait, les dirigeants de la République islamique sont tous eux-mêmes corrompus. Et c'est pourquoi j'ai toujours qualifié la République islamique pas une théocratie, que c'est une fausse terme, pas un État totalitaire qui est encore une fausse application, mais une kleptocratie. Parce que les dirigeants de ce régime sont tellement corrompus, ils ont tellement volé ce peuple que vraiment les uns après les autres sont les plus corrompus qu'on puisse trouver sur Terre. Et eux, ils condamnent les jeunes sous le titre de corrompus sur terre. Il y a aussi coopération avec Israël, j'ai trouvé. Ah bah oui, aux yeux des dirigeants iraniens, tous les Iraniens qui sont contre le régime, ça veut dire plus de 80 millions, ils sont tous des espions d'Israël. Il y a même un général, c'est horrible, qui a dit les manifestants, ce sont des mouches. Un général iranien, voilà. Non, mais ils sont, encore une fois... Il faut bien comprendre, il faut se mettre dans la tête de ce régime, il se vit comme une citadelle assiégée. Donc, il va tout faire pour se défendre et il va utiliser tous les moyens, tous les prétextes en disant, bah voilà, vous êtes un espion. Bah, vous avez vu, vous avez des Français qui sont détenus en Iran, c'est des espions de la DGSE, c'est voilà. J'allais dire, avec lui, tous les coups sont permis, hein, et donc il va pas se gêner pour les donner. Alors c'est vrai que sur la corruption, c'est quelque chose de généralisé. Donc les fameux passes d'Aran, les gardiens de la révolution. Alors c'est pas simplement une armée idéologique, c'est aussi des businessmen. C'est eux qui tiennent l'import-export, le commerce, les filières de contournement de l'embargo, etc. Donc c'est des gens qui sont riches, hein, je veux dire, qui contrôlent des usines, hein, dans le BTP, le tourisme, les télécommunications. Donc il y a ça aussi. Donc ces gens-là, c'est pour ça que ces gens-là qui représentent la vision, c'est pas la majorité, mais eux ils sont prêts à mourir pour leur business, c'est pas pour leur survie. Donc eux ils vont aller jusqu'au bout. C'est pour ça que tout le problème, c'est comment ça on va pouvoir trouver un moyen de sortie. Alors effectivement, est-ce que ça va être sanglant, pas sanglant? Est-ce que ça va être quelque chose de longue haleine, c'est-à-dire on peut avoir une espèce de pourrissement qui peut durer plusieurs années, hein. On verra aussi le guide lors de la succession du guide, comment ça va se passer. Est-ce que là justement ça provoquera un espèce d'électrochoc ou en tout cas des dissensions au sein du régime? Voilà, c'est un pays encore une fois très opaque. Personne ne peut dire évidemment comment ça va évoluer. C'est vrai que c'est une énigme, hein. Oui, c'est un pays opaque, mais une chose est claire, les Iraniens ne veulent plus de ce régime. Ça c'est clair. Ils l'ont dit. On a Jack Blades. Hello Jack Blade, j'ai montré ta caricature tout à l'heure en début de stream qui demande si on a déjà parlé de la suppression de l'annonce de la suppression de la police des mœurs. Oui, on en a parlé au tout début de l'émission, donc tu pourras regarder le replay. On parlait de répression justement. Demain, c'est la journée nationale des étudiants. À quoi il faut s'attendre? À beaucoup de répression typiquement. Il y a le président de la République islamique, Ebrahim Raïssi, qui a prévu un discours à cette occasion. À l'université de Téhéran. Ils vont continuer évidemment à réprimer dans les universités parce que les foyers sont là, les foyers de la contestation. Donc c'est des jeunes. Il n'y a pas qu'à Téhéran, il y a toutes les grandes villes. Donc sur les campus, oui, ça va continuer. Il y a pas de raison que ça s'arrête demain, hein. Pardon, c'est pas Jack Blades qui a fait la caricature, c'est Jules Graff. Je vous ai confondu, désolé.
Le rôle, la journée des étudiants demain, il faut s'attendre à quoi? Dans les cas habituels, en Iran, la journée des étudiants, c'est une journée chaotique. Parce qu'il y a toujours des manifestations, il y a toujours des contestations. Alors là, la journée des étudiants de demain, ça va tomber sur un contexte plutôt révolutionnaire. C'est-à-dire un mouvement révolutionnaire qui est déjà en place. Et demain, on peut s'attendre quand même à des belles choses. On va voir. On va voir ce que va dire Raisi, surtout lors il de son discours. Il va être menaçant. Hein. Il va dire, écoutez, voilà, ça suffit. Ça va pas être. Enfin, je doute que ça soit un discours d'ouverture. Hein. Il va dire, voilà. Donc il y a un moment donné, le risque, c'est l'escalade. C'est effectivement effectivement, il va montrer les muscles. Hein. Je vois pas pourquoi il relâcherait la pression. On verra. Ce qui va être intéressant, c'est ces histoires de voile, etc. Effectivement, si le pouvoir se dit, il y a peut-être un truc à tirer là, parce qu'effectivement, si on abonne un peu le voile, est-ce que ça peut, voilà, ils vont essayer tous les trucs possibles. Hein. Marnaz, les étudiants, ce sont les ennemis numéro 1 du pouvoir en Iran, du régime. Oui, parce que ce sont les jeunes qui réfléchissent, sont intelligents. Donc, vous savez, contre la République islamique, l'intelligence est un danger important contre les ayatollahs. Donc, les étudiants sont des dangers potentiels et donc on peut les traiter tous des espions d'Israël, des États-Unis et la France parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Raisi. Et demain, donc, on va avoir exactement le même discours que tous ces gens qui sont dans la rue, ce sont les espions et que les Iraniens, les vrais Iraniens sont avec nous. Bon, oui, il y a les vrais et les faux. Exact. Et vous, en tant qu'Iranienne, comment vous vivez ce qui se passe? Moi, je ne le vis pas en tant qu'Iranienne parce que je le vis en tant que sociologue. En tant que sociologue. Ça fait 22 ans que je suis sociologue et je regarde cette société en tant que sociologue. Et je suis très contente depuis que les réseaux sociaux sont devenus aussi actifs parce que ça abolit la distance. Et je peux vraiment, tous les jours, je suis en contact avec des centaines de jeunes. Je suis fière d'avoir 30 000 followers sur mon Twitter. Plus que nous, hein, Christian. Non, mais, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que le changement, c'est qu'on peut voir des vidéos, on peut voir des discours. Enfin voilà, c'est vrai que ça change forcément le regard qu'on a. Moi, je ne suis pas sur place, mais ce sont les jeunes qui me guident. Par exemple, dès que l'annonce de suppression de la police des mœurs est tombée, moi, j'étais contente. Je me suis dit, tant mieux, c'est une victoire. Et tout de suite, ils m'ont rappelé à l'ordre, mais non, c'est pas possible, c'est une fausse annonce. Alors donc, étant donné que je suis guidée par les jeunes Iraniens, tout de suite, j'ai pu rectifier, j'ai pu en fait me remettre sur le droit chemin et de donner de bonnes réponses aux journalistes. Alors que d'autres collègues, ils ont dit oui, ils ont continué sur la fausse piste et ils ont fait plein d'erreurs, alors que grâce aux jeunes Iraniens qui me corrigent, je me suis corrigée immédiatement. Et je les remercie. Et alors, quand on a fait notre dernière émission sur l'Iran fin septembre, début octobre, on avait reçu 2 jeunes Iraniens qui nous disaient justement que eux, ils avaient peur des représailles parce qu'ils vont sur les plateaux télé, dans les radios pour parler de la révolte. Est-ce que en France ou en France? Oui, la peur est là. Ils nous ont dit ça après l'émission en off. La peur est là. Même, ils sont venus frapper à la porte de mon appartement à 2h du matin, il y a quelques années. Et après, ils ont envoyé des gens qui ont fait une petite enquête sur moi dans le voisinage, sur le lieu de mon travail. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour m'intimider. Et d'autres Iraniens qui sont ici en France ont été menacés à plusieurs reprises. Donc, la République islamique est très capable de faire n'importe quoi. N'oubliez pas que 50 Iraniens ont été assassinés dans les 40 dernières années parce qu'ils étaient des opposants et ils vivaient en France ou en Allemagne. Donc, ils sont capables de nous tuer même à l'étranger. Donc, ne pensez surtout pas, parce que moi je suis française, mais ne pensez surtout pas parce que je suis française que je suis complètement à l'abri. Hein. Je fais très attention, je veille voilà, parce que je n'ai pas envie de perdre ma vie. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ces enfants emprisonnés
On l'a évoqué tout à l'heure, des enfants emprisonnés dans des centres chargés de les rééduquer. C'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est que... Il y a des adolescents qu'on les a envoyés dans les asiles psychiatriques. Ouais, pourquoi? À quel moment on les bourre des médicaments, des psychotropes, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment un crime. Ça, c'est vraiment un crime. Parce que ce sont des jeunes de 15 à 17 ans. On les envoie dans les asiles psychiatriques et ils sont vraiment très, très maltraités là-bas. Christian, sur les enfants emprisonnés, moi, j'ai pas eu d'informations, mais ça m'étonne guère. Enfin, je pense que là, effectivement, tout le monde, quand vous êtes dans une manif, vous vous trouvez là. Encore une fois, on a connu ça dans les révoltes arabes, etc. Donc, c'est pas forcément étonnant. Les femmes aussi passent en prison. Je veux dire, tout le monde y passe. Le nombre d'exécutions de femmes, d'ailleurs, a augmenté. Je crois que c'est le plus haut depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est des tribunaux révolutionnaires. Ils sont là, ils font pas dans la dentelle. Ceux dont on a parlé aujourd'hui, là, les 5 nouveaux qui ont été condamnés à mort, ils risquent d'être exécutés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc il y a une poigne de fer. Je veux dire, faut pas. Il y a beaucoup d'exécutions dans les villes frontalières, à Zohedan et dans la région de Kurdistan. Et la République islamique pense que les villes qui sont loin de Téhéran ne sont pas observées par les médias occidentaux. Donc, il fait facilement des massacres dans ces villes-là. Alors qu'à Téhéran, il a une certaine retenue. Il tue dans les prisons, mais il ne tue pas à ciel ouvert. Il ne fait pas des exécutions massives. Mais par contre, il a exécuté une dizaine de Baloutches la semaine dernière, où dans les villes de Kurdistan, les villes kurdes iraniennes sont systématiquement l'objet des exactions, des massacres. Et le 21 novembre, par exemple, ils ont fait exploser un gaz toxique sur la tête des habitants de Juanrud. C'est une ville de Kurdistan. Et c'est très étonnant. C'est-à-dire que plus les villes sont frontalières, plus la République islamique les massacre librement, ouvertement, alors qu'à Téhéran, il a une certaine retenue. Alors il y a aussi les villes frontalières. Les villes frontalières, c'est aussi, alors faut le dire aussi, c'est des villes de trafic. C'est des villes aussi où ethniquement, c'est pas la même. Vous avez des Kurdes, vous avez parfois la frontière pakistanaise, où en bas là, c'est plutôt, il peut y avoir des Arabes, etc., des gens, des sunnites, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une mosaïque en Iran, et en fonction de ça, effectivement, la poigne de fer est plus ou moins forte. Ça joue aussi, quoi. Et la communauté internationale, alors comment est-ce qu'elle réagit? Elle réagit, mais on sent l'impuissance. C'est-à-dire que, et ça, je pense que c'est important d'en parler, c'est-à-dire que oui, il y a des condamnations, l'Iran s'est fait condamner au Conseil des droits de l'homme, mais il y a une impuissance, c'est-à-dire qu'on peut rien faire. On peut rien faire. Et pourquoi? Parce que là, l'Iran est au seuil de la bombe atomique. C'est-à-dire que là, ils enrichissent à 60%. Donc si l'Iran arrive à devenir une puissance de seuil, ça sera un peu comme la Corée du Nord, c'est-à-dire que les Occidentaux sont un peu timorés parce que et puis l'Iran a des moyens de rétorsion en Syrie, au Liban. Oui, ce au n'est Yémen. pas parce que l'Iran est un État voyou qu'il faut dire que la communauté internationale ne peut rien faire. C'est vraiment, le problème, c'est que l'Iran... la démission de la communauté internationale de parler comme ça. Ça, je peux vraiment pas accepter ça, parce que la communauté internationale a une forte capacité de faire la pression sur la République. Mais c'est ce qu'ils font. Comme ce que la France a fait, mais ce que la résolution que la France a signée, a votée. Après, il faut bloquer les dirigeants de la République. Il faut des sanctions. Il faut virer les enfants des dirigeants de la République islamique qui sont partout dans le monde. Il y a plein de mesures contre les dirigeants de la République islamique à prendre. Il faut surtout pas démissionner. Moi je suis d'accord, mais sauf qu'on va faire... L'Iran est sous sanctions depuis 40 ans. Le millefeuille des sanctions, il est plus haut que... Voilà. Trump a essayé de faire des sanctions maximales. Ça n'a pas marché. Ça a appauvri les gens. Parce que l'Europe a continué à commercer avec l'Iran. On a arrêté complètement. Il n'y a plus de commerce. Il faut faire les mêmes mesures qu'on a prises contre la Russie. Il faut les prendre contre l'Iran. Mais elles sont déjà prises. C'est la même chose. Elles sont déjà prises. Le problème, c'est qu'elles sont déjà prises. Les mesures contre la Russie étaient beaucoup plus fermes. Mais les mesures contre la République islamique ne sont pas aussi fermes que contre la Russie. Le problème, qu'est-ce qu'on a fait contre la Russie? On a coupé on essaie de couper le gaz et le pétrole. Mais c'est déjà fait avec l'Iran. Vous faites quoi?
Non, mais qu'est-ce qu'on va... Ils sont déjà sous embargo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de C'est commerce. très bien, mais il faut continuer. Non, Les non, continue, États-Unis mais- ont mais- annoncé bien. de nouvelles on peut continuer. sanctions. C'est-à-dire Il faut qu'on rajoute. continuer. Mais Il faut mais- pas céder non, mais- devant les États voyous. Non, Voilà, mais- il faut pas non, mais céder, il faut pas démissionner. Je comprends la logique. Il faut mais- pas dire parce qu'ils ont la bombe Non, mais- atomique qu'ils ont le droit de tuer leurs mais- propres ressortissants. Évidemment, moi je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'en faisant le plus de pression, vous renforcez les gardiens de la révolution. Vous appauvrissez le peuple, et voilà. Et donc après, On n'en vous est avez pas des gens là. de plus en plus On riches. n'en est pas là. On n'en est pas là. Les On est- États-Unis on veulent est à la sanctionner veille. Oui, mais- on en les est gardiens pas de là. la On est à révolution. veille. Ils sanctionnent. On est à la veille des grands massacres en Iran. Il faut à tout prix, par tous les moyens pensables et imaginables, arrêter les massacres en Iran. Il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas Oui, mais- croire que la communauté internationale ne peut rien faire. Mais Si on la bombarde. communauté Est-ce qu'il faut bombarder internationale... l'Iran? Moi, je ne suis pas une femme politique. Je suis Non, mais- non, mais sociologue. après- Je non, mais je suis en train de vous avertir. Non, mais- Je suis en train de vous avertir qu'on est à la veille des massacres dans ce pays. Et si on fait rien, on va avoir des problèmes avec nos consciences. Mais on ne peut pas faire Moi, je suis, non, mais d'ingérence. moi, je suis entièrement d'accord. Non, mais je suis entièrement. Sauf qu'on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Il a gazé, il a martyrisé son peuple, machin. ça. Il est Non, en train de gazer. Oui, Il oui, est en oui, train oui, de mais massacrer sauf que- son et- peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il est au pouvoir, peut-être encore pour 10 ans. Parce que l'Iran Mais je et dis la pas- je dis- Russie je dis ont pas que- soutenu je dis pas que Bachar ça- Assad. Je dis pas que ça me fait plaisir. Non, mais, mais ce que je veux dire, il faut être, non, mais je veux dire, c'est que, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui peut faire basculer les choses. Alors, est-ce qu'il faut envahir l'Iran? Est-ce qu'il faut bombarder l'Iran? Il y en a qui pensent qu'il faut bombarder. Voilà. Après, parce que si vous voulez changer le régime, lui, il ne changerait pas tout seul. Et ça, on l'a dit. Moi, Et j'aime bien les assassinats ciblés. Par exemple, c'est ce ceux que font qui les Israéliens en Ce qui Iran. s'est passé, par exemple, avec Qassem Soleimani, qui a été reconnu comme terroriste, parce que la communauté européenne, l'Union européenne, l'a reconnu comme terroriste. Alors, donc, en éliminant Qassem Soleimani, vraiment, ils ont rendu un grand service au pays. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis, tout ce bras international de post-Iran a été coupé. Ça, c'était quand même Mais une enfin, mesure. ils sont toujours en Syrie, ils sont toujours au Liban, ils sont toujours au Yémen. En Syrie, ils sont les- très très faibles parce que leur position a été bombardée à centaines de fois. Non, mais, Les- non, mais- positions non, mais- a été les assez- c'est pas le États-Unis- contraire, mais- Les États-Unis ont annoncé des sanctions Oui. qui visent les gardiens de la mais ils révolution. vont- mais Manon, Sanctions en lien avec le dossier du Bien sûr. nucléaire iranien. bien sûr, mais alors le problème c'est qu'on négocie avec eux. C'est-à-dire que le problème c'est qu'on sanctionne les gens et on veut négocier avec eux. Comment on fait? Gel des avoirs Il et ne faut des pas biens. négocier. Je pense qu'on Ah bah, est dans la fin des négociations. Non, mais c'est On des ne vraies questions. négocie pas avec les criminels de guerre. On ne Donc, ce qui veut négocie dire- non, pas mais avec pourquoi les pas? crimes, Mais moi, je- les moi, je- gens moi, qui je suis commettent d'accord. des crimes Non, contre mais l'humanité. je suis d'accord. Je sais Je suis d'accord, mais non, Je non, sais mais non, qu'on mais est il faut, non, mais d'accord. il faut aller au bout de. Je non, mais- sais non, qu'on non, est non, d'accord. non, c'est pas ça. Il faut aller au bout. C'est Non, non, mais mouvementé. non, il faut de la cohérence. C'est-à-dire, pourquoi pas? C'est une posture morale et sauf qu'il faut accepter que l'Iran est la bombe nucléaire. Voilà. Et après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Oui, Et oui. est-ce Il ne faut pas qu'après, être naïf. S'ils veulent avoir la bombe nucléaire, ils n'attendent pas l'autorisation ou ils la sont en train de la faire. négociation. Ils sont en train de la faire. Ils veulent, même si peut-être déjà ils le possèdent, hein, la bombe atomique, ils l'ont. Sauf Ils qu'après, non mais sauf qu'après, faut faire chuter le régime ou le changer. Compliqué. Hein. l'ont. Pas de toute Marc façon, Naz. ils ont la bombe. Comment vous voyez la suite, vous? Même si, voilà, je sais, vous n'avez pas de La boule de suite, cristal. Oui, oui, je n'ai Ou pas si la vous boule de avez cristal. quelque chose à ajouter. Et moi, le mot de la fin. Je crains de très grands massacres à large échelle, l'exécution massive des personnes arrêtées, et j'appelle l'aide de la communauté internationale. Les Iraniens, les mains vides, à main nue, ne peuvent pas faire face à ce régime qui est armé jusqu'aux dents, qui est armé de sa bombe atomique bientôt et de toutes sortes de gaz toxiques pour éliminer ses propres ressortissants. Nous sommes en face d'un régime qui est parfaitement capable de massacrer 40 millions d'Iraniens. Il ne va pas hésiter pour garantir sa survie. Il est capable de le faire. Vraiment,